Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transition écologique, l'émission de la RSE. Voici le sommaire. Notre invitée aujourd'hui, c'est Béatrice Gasser, qui est directrice technique, innovation et développement durable d'Egis. Egis, filiale de la Caisse des dépôts, spécialiste de l'ingénierie, de la construction et des services de mobilité, qui prend 5 engagements, vous verrez, pour agir en faveur de l'environnement. Notre débat, il portera sur les écoles, sur les universités, avec un premier classement des grandes écoles qui veulent changer le monde. En tout cas, c'est comme ça que le présentent les créateurs de ce classement, Change Now, les Échos, Start et le cabinet Deloitte. Une réponse à la quête de sens des étudiants. C'est parti, c'est Smart Impact. Bonjour Béatrice Gasser, bienvenue. Vous êtes donc la directrice technique, innovation et développement durable d'Egis. Il faut quand même présenter Egis pour commencer, parce que, je le disais en titre, filiale de la Caisse des dépôts, mais qui est également détenue à 25% par des cadres partenaires, des salariés. C'est un statut un peu à part quand même. Oui, c'est un statut un peu à part dont nous sommes très très fiers. Alors, moi, je fais partie aussi des cadres actionnaires. Oui. Et c'est une volonté aussi de pouvoir s'investir comme ça dans la croissance et puis dans les valeurs, dans les choix que fait la société. Et ça nous permet aussi, en tant que cadre actionnaire, de pouvoir défendre notre société quand on va voir nos différents clients, parce que nous incarnons nos propres valeurs. C'est quoi les différents métiers d'Egis ? Alors Egis, c'est un groupe international faisant du conseil, de l'ingénierie, nous faisons de l'exploitation, sur tous les domaines de la construction, les bâtiments, les transports, donc tous les transports multimodaux, il s'agisse de la route, de l'aérien, du ferroviaire, etc. Nous intervenons aussi dans l'environnement, nous travaillons sur les métiers de l'eau, nous travaillons également dans l'énergie et nous travaillons aussi sur les nouveaux services à la mobilité. Quand on dit groupe mondial, vous êtes présent dans beaucoup de pays ? Alors on est présent dans plus de 50 pays et voilà, on est un groupe qui fait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires avec 16 000 collaborateurs. Et on fait plus de 60% de notre activité à l'international. Et donc, voilà, quand on a un chiffre d'affaires et un rayonnement comme celui-là, les leviers de transformation, ils sont d'autant plus potentiellement efficaces. Il y a 5 engagements que vous avez pris au cœur des métiers d'Egis. On va commencer, on va les détailler ensemble. La diminution des émissions de gaz à effet de serre. Ça passe par quel levier pour vous ? Alors, il y a deux... Ça passe par beaucoup de leviers. C'est d'abord la diminution de gaz à effet de serre qui sont liés à notre fonctionnement propre. Alors, en tant que société d'ingénierie et à l'international, on fait beaucoup de déplacements à l'international. Et nos 80% de nos émissions de gaz à effet de serre sont liées justement à ces déplacements. Et depuis 2016, où nous sommes vraiment investis dans la réduction de ces émissions de gaz à effet de serre, en fait, notre objectif, c'est de diminuer de 30% en 2030 et d'arriver à moins 80% en 2050. Eh bien, depuis 2016, où nous avons démarré, de 2016 à 2019, on a déjà baissé de 25% ces émissions de gaz à effet de serre, avec différents leviers. Donc vous êtes en avance sur les objectifs. On est en avance sur les objectifs. On est en avance sur les objectifs, avec différents leviers. Déjà, une rationalisation des déplacements, où on a interdit finalement tous les déplacements en avion en France, qui pouvaient être faits de manière aisée et remplacés par des déplacements en train. On optimise aussi les déplacements en avion à l'international, on évite les allers-retours incessants et on essaie de privilégier des missions qui durent plus d'une semaine. Voilà, et ça nous a permis d'avoir un effet de levier immédiat. Et sur les bâtiments aussi, la consommation des bâtiments, ça c'est un autre levier important ? C'est un levier important, c'est aussi au cœur de notre métier, puisque dans l'ingénierie, nous travaillons beaucoup sur la performance thermique des bâtiments. Donc vous l'avez appliqué à vous-même, quoi. Voilà, on se teste en fait, c'est-à-dire qu'on essaye de faire des démonstrateurs avec nous-mêmes, et puis aussi avec nos différentes exploitations, par exemple. On essaye de mettre en place des démonstrateurs, des maquettes pour tester tout ce qu'on a envie de tester. L'autre engagement, réduire les émissions des projets des clients d'Egis, limiter leur impact sur la biodiversité. Alors là, je vais citer un objectif, c'est d'ici 2025, donc c'est vraiment demain, 70% du chiffre d'affaires en projet éco-conçu ou éco-exploité. Ça veut dire quoi ça concrètement ? Alors concrètement, c'est quand on réfléchit, quand on essaie de faire le design d'un bâtiment ou d'une infrastructure, on tient compte en général des contraintes techniques, des exigences du maître d'ouvrage, de la programmation, de la réglementation. Et souvent, auparavant, finalement, les objectifs, c'était d'arriver à construire tout ça dans un délai contraint, avec un coût, un budget qu'il fallait respecter.
Et la démarche d'éco-conception, c'est-à-dire l'étude de l'impact que ce bâtiment ou cette infrastructure a sur l'environnement, venait après. Et quand on parle d'éco-conception, c'est intégrer ces contraintes et ces objectifs de réduction des impacts sur l'environnement très en amont. Dès le départ, dès la conception du projet. Et en intégrant toute la durée de vie du bâtiment aussi. Exactement, donc on raisonne bien sur l'ensemble du cycle de vie du bâtiment. Ouais. Donc non seulement sa partie construction et sa partie exploitation. Est-ce que, d'une certaine façon, on va revenir sur les autres engagements après, mais c'est un changement de modèle pour l'entreprise? Est-ce que vous iriez jusque-là? Alors, je dirais que c'est pas vraiment un changement de modèle, mais disons que la systématisation, c'est ça qui change. Ouais. Parce que c'est des choses qui sont fortement ancrées chez nous, où nous avions déjà mis en place cette démarche-là depuis plus d'une dizaine d'années. C'est une démarche qui est difficile à mener, qui suppose aussi un engagement de la part des clients et des maîtres d'ouvrage, pour tenir compte aussi de ce critère environnemental, dans le choix et dans la validation des variantes, par exemple, qu'ils pourront choisir. Et ça, c'est quelque chose qui est nouveau et qui vient justement avec toute la prise de conscience que chacun a de la nécessité de baisser les émissions de gaz à effet de serre, de faire en sorte qu'on diminue les impacts sur la biodiversité, qu'on diminue aussi les impacts sur la pollution, qu'on cherche aussi des solutions mise en place d'économie circulaire, qu'on cherche aussi à réduire l'artificialisation des sols. Ce sont des préoccupations maintenant qui sont fortes chez la maîtrise d'ouvrage. Et le fait que ça soit systématisé, c'est ça qui fait notre différence. C'est-à-dire que même si les clients ne nous le demandent pas, on le fera. Ouais. Autre thème, la séquestration de carbone. Alors ça, c'est passionnant, avec des solutions basées sur la nature. C'est bien de le dire. Comment vous faites ? Comment on fait ? Écoutez, il y a plusieurs sujets. Je vais vous citer un exemple. Ouais. On a développé une solution qu'on appelle Smart Soil. Ouais. En fait, on part des solutions qui sont basées sur la nature, c'est-à-dire qu'en travaillant sur les bactéries, on arrive à améliorer le pouvoir de séquestration des sols. Et ça, c'est quelque chose qui est assez puissant, puisque le carbone, il est séquestré majoritairement dans les océans, il est séquestré par le bois. Ouais. Mais le sol aussi, c'est une manière de séquestrer ceci. Et dans les infrastructures dans lesquelles nous travaillons, ou sur les bâtiments, plutôt les infrastructures, il y a souvent des délaissés. C'est quoi des délaissés ? Des délaissés, c'est-à-dire des espaces morts, en fait, qui ne servent à rien, qu'on peut réutiliser de manière utile, soit en proposant de la reforestation qui permet aussi de séquestrer du carbone. Et on va augmenter aussi le pouvoir de la reforestation en améliorant la capacité de séquestration du sol. Finalement, le sol, souvent, dans ces sites, il peut être pollué. C'est un site qui est finalement un peu malade. Et par ces traitements liés à la nature, on arrive à améliorer ses capacités de séquestration. Il y a aussi des outils de diagnostic que vous proposez au territoire, à vos clients, pour les protéger ou leur permettre d'anticiper les événements climatiques extrêmes. C'est là qu'on voit vraiment qu'il y a des métiers très très différents. Chez Egis, c'est quoi ces solutions ? Alors, ce sont des solutions qui sont basées sur des diagnostics. Ouais. Il y a une démarche en fait qui est assez très efficace qu'on appelle Quick Scan ou Eva Climat en fait. Eva Climat. Oui, voilà, Eva Climat. Eva, ça veut dire évaluation en fait. Ouais. On a toute une gamme d'outils Eva évaluation, Eva Climat, Eva carbone. Et quand on va s'approcher d'une infrastructure particulière, par exemple, nous avons traité des études de vulnérabilité climatique pour le secteur routier au Bangladesh, où nous avons aussi fait ces études pour les grandes villes côtières en Afrique du Sud. Eh bien, nous allons d'abord faire des ateliers avec les principaux acteurs de ces villes, de ces infrastructures, pour voir avec eux et mettre en évidence les épisodes climatiques ou les épisodes particuliers qu'ils ont déjà notés. Et ainsi, on va mettre en évidence des points noirs qui sont déjà apparus et qui peuvent survenir et être amplifiés avec des risques climatiques extrêmes. Donc c'est ce premier déjà outil de diagnostic qui nous permet de focaliser finalement l'attention et de prioriser l'effort où il doit être fait pour améliorer la résilience de ces infrastructures, de ces bâtiments ou de ces territoires face à des inondations ou des incendies, parce que justement, on s'interroge sur le passé
et on sollicite l'expérience de tous les acteurs, y compris des exploitants, des ouvriers qui travaillent sur ces sujets et qui nous permettent de renseigner et d'avoir une meilleure connaissance du territoire. Et pour être en accord avec les accords de Paris, en cohérence avec les accords de Paris, c'est plus joli, est-ce que ça suppose aussi de développer de nouvelles activités au sein d'Egis ? Oui, en particulier, nous allons renforcer notre activité sur l'énergie et sur les énergies renouvelables. Donc ça, c'est un axe fort. On est en train, comme beaucoup d'entreprises... Donc ça veut dire investir dans l'éolien, l'éolien en mer. Exactement, l'éolien en mer, la biomasse. Ce sont déjà des sujets sur lesquels on a déjà investigué, mais on veut bien se renforcer pour avoir une part de notre activité plus importante. Merci beaucoup, merci Béatrice Gasser. À bientôt sur Bismart. On passe à notre débat, les universités, les grandes écoles. Un classement des universités et des grandes écoles qui change le monde. Voilà l'ambition de mes invités. Bonjour Garance Solagne, bienvenue. Bonjour, Vous êtes directrice des partenariats chez ChangeNow. Bonjour Valentina Carbonnet, bienvenue à vous aussi. Bonjour. Vous êtes professeur à l'ESCP Business School en Sustainability and Supply Chain Management, co-directeur scientifique de la chaire économie circulaire. C'est quoi ce classement, Garance ? Expliquez-nous. Alors ce classement, c'est un projet qu'on a depuis 1 an à ChangeNow, qu'on a monté avec les EcoStart et Deloitte. Je vais enlever ma casquette ChangeNow peut-être pour expliquer pourquoi on l'a créé. Et je mets ma casquette étudiante parce qu'il y a encore 2 ans et demi, j'étais étudiante. 3 ans, presque 3 ans. Et donc en fait, j'arrive en Master 2 et il y a plein de carrières qui s'ouvrent à moi et je me reconnais dans aucune de ces carrières-là. Et je commence à me poser des questions. Je vais au sommet justement de ChangeNow 2018 dont on a parlé tout à l'heure. Et j'ai un monde qui s'ouvre à moi. Je rencontre des entrepreneurs sociaux, je rencontre des fonds d'investissement impact, je rencontre des grandes entreprises qui développent des nouvelles carrières. Et je me dis, mais c'est un monde que je ne connais pas du tout, alors que je suis en Master 2. Et dont on ne m'a pas du tout parlé pendant mes études, quoi. Pas du tout. Ou très très peu, et du coup pas de manière majeure. Et voilà. Et là, en fait, je me rends compte que effectivement, ma formation et les métiers qui sont valorisés dans mon secteur, c'est pas du tout ceux qui sont en accord avec le monde actuel, en fait. Et bon, là je reprends ma casquette ChangeNow, c'est que ce sentiment-là, donc c'était en 2018, en 2020 il est de plus en plus exacerbé chez les étudiants, on le voit, vous avez reçu Rupture pour le documentaire, vous avez reçu le manifeste pour un réveil écologique, donc il y a tout un écosystème d'étudiants et de jeunes qui commencent à monter autour de ces questions-là. Et du coup, ce classement, pour nous, c'est une manière de leur apporter une solution, c'est une manière d'apporter une réponse à ce sentiment grandissant. Et c'est une manière aussi, donc à la fois de donner une grille de lecture aux étudiants pour leur dire voilà ce qui se passe, voilà comment vous pouvez vous orienter et bien, et une grille de notation pour les écoles, pour les aider à se transformer parce que c'est un long processus. Alors, il y a des critères, évidemment, parce qu'on se dit, OK, on a une bonne idée, on va faire un classement, mais après, il faut définir des critères. Vous pouvez me les donner, vous les avez en tête? Moi, je les ai notés là. Bien sûr, non, mais je peux vous en donner quelques-uns, on les a établis. On va les voir s'afficher en même temps, allez-y. Voilà, donc, bien sûr, avec les EcoStart, c'est Deloitte Sustainability France qui a fait l'audit de ces 6 critères, donc on en a 6. On a d'abord regardé l'intégration des sujets d'impact, donc des enjeux sociaux et environnementaux dans les formations, dans les programmes. C'est quand même assez important. On a regardé aussi l'importance la force du réseau alumni dans le secteur de l'impact. C'est quand même une variable assez importante. On a regardé aussi la diversité et l'égalité des chances. C'est des variables, on est obligé aujourd'hui de les regarder. La stratégie et l'exemplarité aussi des établissements. Donc la stratégie court terme, long terme sur ces enjeux. On a regardé aussi les associations étudiantes, leur implication sur les sujets d'impact et l'excellence académique et l'employabilité. Je boucle la liste. Valentina Carbonnet, le SCP Business School arrive en tête des écoles de commerce dans ce classement. Bravo, c'est une belle réussite. On va donner le classement pour les écoles d'ingénieurs. C'est Centrale Nantes, l'NGS à Strasbourg et ISAE Supaéro à Toulouse. Et pour les écoles de commerce, vous êtes en tête. Et puis ensuite, le Montpellier Business School et l'EM Lyon. Quand vous voyez ce classement, évidemment, c'est une satisfaction, mais d'abord dans la démarche. C'est évidemment une réponse à la quête de sens, on dit souvent ce mot, de vos étudiants, que vous sentez comme ça monter année après année, promo après promo.
Je pense qu'effectivement, ce classement, pour nous, est arrivé à un moment où il y avait déjà tout un bouillonnement d'initiatives. Ouais. On n'est pas la seule école, mais c'est sûr qu'au fil des dernières années, d'abord par des démarches individuelles de profs engagés ou déjà intéressés sur ces questions, il y a eu plein de choses qui ont été mises en place dans l'enseignement, dans la recherche, mais aussi dans la relation avec les acteurs de l'écosystème, que Change Now est très sensible à cette question-là. On s'ouvre de plus en plus, on sort un peu de stéréotypes banque, société de conseil, point basta, et on s'ouvre sur les autres organisations qui font nos sociétés, les ONG ou ces entrepreneurs impact et tout ça. Donc en fait, ce classement est un peu un point de, pas de clôture, mais c'est faire un bilan de toutes ces initiatives qui bouillonnaient déjà. Et c'est aussi, à mon avis, un classement un peu différent des autres. Je pense que ce n'est pas un classement pour donner des notes, tel le meilleur, tel le deuxième, mais c'est un classement pour déclencher un engagement plus fort, pour encore activer d'autres énergies dont nous avons absolument besoin. Oui, mais c'est quand même un classement, si on est dans la logique de ce que vous décriviez, que les futurs bacheliers, les élèves de prépa vont regarder. Tout à fait. Et nous, on est ravis qu'ils regardent ça, parce qu'on est persuadés que s'il y a des pratiques de management, s'il y a des comportements d'entreprise qui aujourd'hui sont questionnés, questionnables, tout ça, c'est aussi un peu notre rôle de renouveler les principes, les valeurs, les techniques même de management elles-mêmes qu'on apprend à nos étudiants. Donc je suis persuadée que les étudiants, les participants, parce qu'après on parle d'étudiants, mais on parle aussi de formation continue, on parle aussi de formation des adultes, et là on est persuadé qu'il y a énormément à faire pour changer les pratiques, et donc ce classement pour nous c'est un levier de changement. On y reviendra à cette question de la formation continue. Garance Olagne, comment c'est perçu d'abord? Est-ce que toutes les grandes écoles, les universités se sont dit chouette, on y va, on participe, ou est-ce que ça n'a pas été si simple en fait de lancer un classement comme celui-là? Alors, déjà, lancer un classement, c'est pas simple. Il y a beaucoup de travail. Les équipes Les Échos et Deloitte on a été un bon trio, on va dire. Mais du point de vue des écoles, il y a eu très sincèrement une envie de répondre, et ça vraiment je le vois parce que moi j'étais en direct avec les écoles, c'était moi qui gérais ça. Il y a eu une réponse très très positive des écoles qui ont été très demandeuses de bien répondre correctement dans les lignes, de savoir comment elles pouvaient s'améliorer, etc. Donc on a lancé cet appel-là, ce questionnaire à 269 établissements. On a eu 48 répondants pour une première édition, c'est un très bon chiffre. Sur ces 48 répondants, il y a eu beaucoup de sérieux de la part des écoles qui nous ont envoyé tout ce qu'elles pouvaient. Et là, encore aujourd'hui, on reçoit plein de messages, après l'ampleur qu'a pris le lancement, on reçoit plein de messages d'écoles qui disaient on n'a pas eu l'information, il faut absolument qu'on participe l'année prochaine. Oui, on veut en être la prochaine fois. On veut en être la prochaine fois, parce que même si on ne figure pas dans les 15 premiers, et ça je le souligne, dans l'édito, parce que c'est 6 pages dans les EcoStart, dans l'édito, on essaie de valoriser toujours ce qui est mis en œuvre par des écoles qui ne sont pas citées nécessairement dans les 15 premières, mais qui mettent en œuvre des initiatives. Qui ne sont pas au même niveau d'avancement, mais qui sont quand même sur un changement. Quoi. Exactement, qui ont embrayé cette vitesse-là. Et il n'y avait pas de réfractaires? Pas vraiment. En fait, il y avait pas mal... Pour répondre sur cette partie-là, oui, il y avait une demande de précision, il y avait une demande de précision sur la démarche, sur comment on avait établi ce questionnaire-là, mais il n'y a jamais eu de retour négatif au point de dire non, nous, on ne prend pas le risque de répondre à un classement pareil. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est la stimulation, c'est-à-dire que l'émulation et la stimulation. Alors effectivement, c'est toujours mieux d'arriver premier dans un classement, mais quand on est 15e ou quand on n'est pas dans les 15 premiers, on se dit il faut que j'y arrive l'année prochaine. À quel point vous mesurez ça dans la réaction des universités, des grandes écoles? C'est-à-dire qu'un classement comme celui-là peut susciter de vrais changements. À quel point vous le mesurez, ça? Alors déjà, on va le mesurer au nombre d'écoles qui répondent chaque année. Ça, c'est la première chose. On va tenir ça en compte. On va essayer de garder toutes les données qu'on récupère tous les ans pour pouvoir permettre aux écoles répondantes de tracer leur progrès sur plusieurs années. Et ça, c'est vraiment important, parce que la logique d'un classement, c'est bien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est sur le long terme, la trajectoire. Comment ces écoles-là vont pouvoir tracer leur... Donc, on a des rapports individuels, là, on travaille dessus, on va les envoyer très prochainement aux écoles, pour que justement, on ait une trace écrite de ce qui se passe d'année en année,
et qu'on voit ce changement dont vous parlez à l'échelle Et je me permets d'intervenir. En fait, il n'y a pas qu'une question de quantitative, de compter, par exemple, le nombre de nouveaux cours. Il y a aussi une évolution en cours. Toutes les écoles ont déjà dans leur portefeuille beaucoup de cours de spécialité, en sustainability, en management impact et tout ça. Aujourd'hui, on est face à une phase, et nous, on est plein dedans, où il faut dépasser cette approche un peu cantonnée, confinée. Il faut que ce soit transversal, il faut que ce soit partout, en fait. Ça, c'est le chantier qui prendra du temps. On ne peut pas réinventer et reformuler les soubassements théoriques, philosophiques même de nos enseignements en un claquement de doigts. Ça passe aussi par la formation des profs. Par exemple, nous, ça, c'est un gros chantier à l'école. On est en train de sensibiliser, de former tous les profs. Ceux qui sont déjà engagés, c'est facile. Mais ceux qui ont été formés à une finance, à une économie hyper traditionnelle, hyper orthodoxe, c'est super compliqué de les sensibiliser et inclure, par exemple, la prise en compte des ressources naturelles. Donc nous, avec un réseau d'étudiants, d'alumni, ESCP Transition Network, qui est très actif et qui travaille en mode émergent, on est en train de former tous les profs, avec la fresque du climat et d'autres outils, à ces enjeux-là. Parce qu'il faut aussi vaincre les réticences des formateurs. Et oui, c'est pour ça que je posais ces questions-là, parce qu'elles sont évidentes et on peut d'ailleurs les comprendre quand ça fait 20 ans ou 30 ans qu'on donne un cours basé sur une théorie. Il faut quand même faire une mécanique intellectuelle pour inverser. Mais ce qui est drôle, moi, ce que je trouve, c'est l'inversion de logique. C'est-à-dire que la verticalité du savoir qui venait des profs, là, c'est poussé par vos étudiants que cette démarche se fait quand même. Tout à fait. Les étudiants ont été moteurs avec le manifeste pour un réveil écologique et tout ça, mais aussi dans la façon d'apprendre effectivement les apprentissages en commun. Chez nous, ce sont des étudiants aussi qui peuvent former notre personnel et parfois même des profs à ces thématiques émergentes et si importantes comme changement climatique, biodiversité, tout ça. Et vous avez évoqué la formation continue. Je voudrais savoir quelle place ça prend et quelle demande en matière justement de formation aux nouveaux enjeux de transition écologique, si cette demande est en très forte hausse. Je ne vais pas vous mentir, c'est beaucoup plus compliqué en formation continue. Les jeunes ont déjà un terreau plus fertile, mais on a pris le pari d'être audacieux sur cette question-là. Notre Executive MBA, qui est encore un classement, mais il est 6e dans le monde, nous, on ouvre avec une semaine le séminaire d'accueil avec 100 participants pendant une semaine. Ils travaillent que sur des enjeux de changement climatique. C'est une vraie claque qu'ils se prennent parce que ce sont des gens qui ont entre 35, 40, 45 ans et qui sont un peu formés à la vieille école. Donc pour eux, c'est un vrai bouleversement. Donc pour nous, la prise de conscience, c'est vraiment la première étape. Pour ensuite refonder le management et les enseignements qu'on va partager avec eux. Oui, c'est intéressant parce que cette semaine, on recevait un chef d'entreprise qui participe à la Convention des entreprises sur le climat. Tout à fait. Et ils nous disent les uns et les autres que la première session qui était en septembre, ils ont pris cette claque climatique, c'est-à-dire de prise de conscience. C'est vraiment de s'informer de la situation. Chez Change Now, c'est une action parmi d'autres, en quelque sorte, ce classement ? Oui, exactement. Alors, nous, en fait, on est plutôt connus pour le sommet qu'on organise, dont on parlait tout à l'heure, le grand sommet international de rassemblement de toutes les solutions et des acteurs du changement mondiaux. Donc, on le fait au Grand Palais. Il aura lieu en 2021, du 19 au 21 mai, au Grand Palais éphémère. Version hybride, avec bien sûr une plateforme digitale pour l'audience internationale qui ne pourra pas voyager. On prévoit tout maintenant. Aujourd'hui, on essaie d'être agile. Mais donc, on a ce sommet sur lequel on essaie de rassembler 1000 solutions pour la planète, donc qui ont vraiment une ambition sociale, environnementale, qui ont un business model viable, qui peuvent être mises à l'échelle, etc. Et autour desquels on fait graviter tout un écosystème d'investisseurs, de grandes entreprises, de médias, d'ONG, toutes ces personnes qui ont les ressources pour qu'elles puissent grandir et avoir plus d'impact. Voilà. On suivra ça évidemment sur Bismart et dans cette émission, c'est le meilleur endroit pour parler du sommet de Change Now. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venus présenter ce classement. On passe à Smart Ideas tout de suite. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif.
C'est une première mondiale que je vous propose de découvrir tout de suite dans ce Smart Ideas, un site de production industrielle d'hydrogène renouvelable par électrolyse de l'eau alimentée par des éoliennes qui sont situées juste à côté, à proximité. C'est en Vendée, dans l'entreprise Life. Koseila Boish. Cette usine est connectée aux éoliennes qu'on voit derrière moi. Il y a 3 km de câbles qui relient l'usine aux éoliennes. On a donc pour la première fois une alimentation directe d'un électrolyseur. L'électrolyseur, c'est la machine qui produit l'hydrogène. On dessale de l'eau de mer ici, mais on pourrait utiliser une autre source d'eau. Ici, on dessale de l'eau de mer qu'on va ensuite électriser. Donc on va mettre de l'électricité dans cette eau pour dissocier les molécules d'eau. Les molécules d'eau vont se séparer en 2 gaz, l'hydrogène et l'oxygène. Cet hydrogène va être ensuite purifié, compressé et va livrer les stations-service qui vont de la Turballe en passant par Nantes, La Roche-sur-Yon, et Le Mans. Donc on a pour la première fois une production entièrement verte d'hydrogène à partir d'une énergie verte. On a investi quasiment 10 millions d'euros dans cette usine. Une bonne partie a été investie dans des matériels, dans le bâtiment. Mais il faut savoir que la moitié, ce sont des coûts d'ingénieurs qui ont dû concevoir et surmonter tous les problèmes techniques et les challenges qui sont offerts à nous quand on a construit et conçu cette usine. Et nous avons commencé très tôt en croyant dans le véhicule électrique, dans nos milieux ruraux, alors qu'on pensait qu'il était réservé à la ville. Nous avons travaillé ensuite sur le biogaz, avec la chance d'avoir une agriculture d'élevage dynamique. Mais j'étais très au clair, pour avoir beaucoup travaillé ces sujets, en disant qu'il y avait aussi une autre énergie totalement décarbonée, qui est l'hydrogène. Et lorsque j'ai rencontré Mathieu, c'était une histoire d'homme entre lui et moi, où j'étais persuadé que le projet qu'il me présentait était le bon. C'est pour ça que Vendée Énergie et le CIDEV a souhaité investir dans ce projet majeur Life qui aujourd'hui devient concret. On est sur un appel à projet pour l'utilisation de cet hydrogène sur des tractions de camions poids lourds, 44 tonnes, dans le secteur Vendée, avec la mise en place d'une station d'avitaillement qui va se situer sur Montaigu, et donc faire en sorte de pouvoir faire tourner donc, des véhicules que nous aurons rétrofités auprès de la société Ineo, basée au Brésil, d'utiliser l'énergie donc produite par Life et faire tourner ces véhicules donc poids lourds avec des marchandises de nos clients chargeurs Schenker sur le territoire ouest de France. Rétrofiter un véhicule, c'est faire en sorte de pouvoir trouver dès à présent des véhicules qui n'existent pas sur le marché, ou du moins qui sont très difficiles à trouver. Il y en a peu. C'est retirer le moteur thermique, changer la chaîne cinématique pour y placer donc un moteur électrique, une pile à combustible, un réservoir à hydrogène ainsi qu'une batterie qui sert de tampon, et faire en sorte que ce véhicule donc, ne roule plus avec des carburants fossiles mais avec de l'hydrogène. Voilà pour ce sujet signé Koseila Boish. Je vous dis à demain sur Bismart, la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.